Bonjour, mes chères spectatrices, mes chers spectateurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Et c'est un bonheur de vous voir aussi nombreuses, aussi nombreux, magnifiques. Bravo, bravo de ne pas avoir cédé à la folie de Noël et de venir au Grand Action. Il faut dire que l'occasion est magnifique. Vous allez découvrir en avant-première le film L'Englouti, réalisé par Louise Aymon. Bonjour Louise, grand bonheur de t'accueillir, bienvenue au Grand Action. Ton film, découvert à la quinzaine des réalisateurs, a été pour moi un immense choc. Alors, un immense choc pour deux raisons. Premièrement, une raison personnelle. Mon histoire familiale, comme la tienne, est peuplée de grands-parents, arrière-grands-parents, instituteurs qui ont alphabétisé des contrées lointaines en France. Et deuxièmement, les grandes qualités cinématographiques incroyables pour un premier long métrage. Et depuis, j'attends avec impatience le fait de t'accueillir et de sortir ton film, évidemment, mercredi prochain. Alors, Louise, c'est un grand bonheur de t'accueillir et tu es venue avec une immense partie de ton équipe et ça, c'est formidable. On va commencer par Galatea Bellucci. Je suis très heureuse de t'accueillir. J'avais accueilli à plusieurs reprises Jean-Baptiste Durand, réalisateur de Chien de la Casse. Je n'avais pas eu la joie de te voir. C'est un grand bonheur. Moi, je t'ai découvert dans ce film. Je t'ai revu récemment dans La Condition. Là, tu exploses en L'Englouti. Et je suis très heureuse de savoir que tu joues dans le prochain film d'Aurélien Peillou, ici, qui est un peu né dans cette salle, Chercheur. Ensuite, nous avons Oscar Ponce. Bienvenue Oscar. Tu sais, la première fois que tu viens à Paris. Alors, moi je viens à Paris, merci. Ouais, c'est vraiment super de t'accueillir. Donc tu es un comédien non professionnel et tu es issu d'un des plateaux qui a servi de cadre pour le tournage. Tu es un voisin de Louise, on en parlera pendant le débat. Bienvenue Oscar. Merci. Mathieu Lucci. Mathieu, je vais me répéter en disant que je suis ravie de t'accueillir. Moi, je t'ai découvert dans l'atelier de Laurent Conté et revu avec grand plaisir dans le tableau volé de Bonitzer. Et voilà, avant, évidemment, de te voir en L'Englouti. C'est un grand bonheur de te voir, vraiment. Bienvenue au Grand Action. Merci. Voilà, pour une partie de tes comédiennes et comédiens, Louise, et de nombreux membres de l'équipe technique sont également là. Je te laisse les appeler. Tout à fait. Alors déjà, je vais appeler Margot Juvenal, la productrice malheureuse de ce film. Bienvenue Margot. Je vais appeler également Marie Cantet, la directrice de casting. Anaïs Hélène, la scénariste. Marie Laclan, la chef opératrice. Carole Borne, la monteuse. Et également Mathieu Anguilou de l'équipe Image. Et Valentin Berthelot, notre assistant monteur. C'est vraiment très touchant de toutes et tous vous voir, vraiment. Merci de vous être mobilisés. C'est à la hauteur de la cohésion qui se dégage de vous, de cohésion qui éclate à l'écran. Et là, on le voit vraiment c'est super. C'est un film qu'on a tourné à près de 2000 mètres d'altitude, dans le froid, le vent, la neige. Donc on a eu en effet très froid et j'espère que vous allez le ressentir et que ça en valait la peine et on sera là avec les comédiens à la fin du film pour
pour échanger, avec vous. Exactement. Alors, avant de lancer la projection, je vais évidemment remercier ma distributrice préférée, Lucie Comiot, Condor Distribution. Oui. Lucie qui fait un travail absolument extraordinaire. Bien entendu, un travail en termes d'éditorialisation, d'acquisition, et ce qui fait vraiment la spécificité de Condor, et qui accompagne ces films sur le terrain. Et ça, c'est une autre facette du métier de distributrice indépendante. Les distributeurs indépendants, vous savez, je le dis à chaque fois, je le répète, prennent des risques, montent en acquisition, investissent sur des films. Après, l'avenir d'un film en salle, évidemment, on ne peut jamais le garantir. Donc c'est vraiment un métier à haut risque que Lucie fait merveilleusement avec une implication totale, une grande proximité avec les films et ses équipes. La première prise de risque, c'est Margot Juvenal. Et Margot, évidemment. Et la première prise de risque, c'est Margot. Évidemment, les productrices indépendantes, absolument, tout à fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte, je connais bien Lucie, c'est pour ça que je connais vous, mais absolument, tout à fait. Évidemment, la première prise de risque, c'est toi, tout à fait. Il faut remercier les distributeurs parce qu'il faut qu'ils continuent de prendre ces risques et d'investir sur les films qu'on défend. Bravo. Les productrices et distributrices indépendantes. Voilà. Et alors, évidemment, j'espère que vous allez rester nombreuses et nombreux pour échanger avec toute l'équipe, qui est là, qui est dignement représentée, donc il faut vraiment en profiter. Vous allez voir, le film est bouleversant, on a envie de parler ensuite. Si malheureusement, certaines ou certains d'entre vous devaient partir, surtout si ce film vous a plu, parlez-en autour de vous. Il sort le 24 décembre sur les écrans, c'est un magnifique cadeau de Noël. Voilà, eh ben, on lance et puis on se retrouve après. Je vais juste dire un petit mot. Tiens. Ah non, bah attends. Au nom de tous mes collègues alpins ou alpines, je vous souhaite à tous et à toutes un bon voyage dans les Hautes-Alpes et un bon film. Excellente projection. Lise, où êtes-vous? Oscar, alors on applaudit Oscar, magnifique Oscar, vraiment merveilleux, extraordinaire. J'ai revu le film, alors ce qui est très très rare dans une vie de cinéphile, c'est que l'émotion a été aussi intense que lors de ma première vision, et il y a même mon variateur qui s'en éteint. C'est les forces telluriques, et mon émotion a été vraiment aussi intense qu'à la première vision. C'est absolument rare. Mathieu, bravissimo, c'est super. Bravissimo, bravissimo. Bravo. Vous avez, Louise, vous avez un passé de documentariste, vous avez réalisé des cours, des longs, des films pour des musées, et là, vous passez à la fiction. Et vous passez à la fiction à partir... oui, c'est la fiction... et vous passez à la fiction à partir des écrits de votre arrière-grande-tante, qui d'ailleurs s'appelait Aimée, c'est un bel hommage que vous lui rendez, et vous travaillez aussi à partir des carnets de votre grand-père. C'est ce que vous avez dit tout de suite sur la scène de la quinzaine. Tout à fait, en fait, donc ma mère est originaire de l'Isère, enfin de Loisan, donc de Grenoble jusqu'aux Alpes, et donc mon arrière-grande-tante est née, donc ma mère est issue de génération d'institutrices, d'instituteurs qui ont tous vécu cette espèce de rite initiatique. Tu danses encore, Oscar? Oui, ce rite initiatique de partir pour... ils étaient envoyés pour leur premier poste dans des écoles isolées en montagne, loin là où personne ne voulait aller.
Et donc j'ai été nourrie de ces récits, et notamment il reste une trace écrite de mon arrière-grande-tante qui, en 1922, donc 20 ans plus tard que dans le film, la revue de géographie alpine lui a demandé de décrire un récit anthropologique de tout ce qu'elle vivait lors de son poste d'institutrice d'hiver. Et en effet, dans ce récit, elle raconte, elle note les coutumes, les habitudes, les événements qui ont lieu cet hiver-là, les niveaux de neige aussi, les avalanches qui très vite coupent le village du reste du monde. Et elle raconte une chose que j'ai trouvée très belle et que j'ai mis dans le film, qui est que la trajectoire du soleil est plus basse en hiver. Et dans ce village-là, le seul moment où il passe entre les cimes, les hommes sortent des maisons et vont se prélasser sur le seul endroit plat de ce village, qui est dans le récit un pont déblayé. Là, on a transformé en rocher, et vont, disent-ils, écouter le soleil. Donc cette image d'imaginer une jeune femme en train d'observer des hommes prélassés dans un bain de lumière, puisque la neige réfléchit la lumière. Donc un écrin assez magique. Ça me donnait très envie de filmer ça. Et l'autre, c'est mon grand-père, qui nourrit de toutes ces histoires-là aussi. Lui avait écrit une nouvelle, il écrivait des nouvelles à compte d'auteur, et il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle La pierre sur le toit. Et donc c'est toujours cette même situation d'une institutrice dans un petit hameau de haute montagne. Viens avec nous, Anaïs. De haute montagne. Anaïs qui est scénariste avec Louise. Venez, on est nombreux, venez par ici. Donc j'ai fait, oui, on va se venez, Oscar, viens, on va se des récits que j'ai fait lire à Anaïs. Et donc dans cette nouvelle, une institutrice est dans un petit village d'hiver, c'est l'étrangère, et le doyen du village casse sa pipe. On ne peut pas l'enterrer parce que le sol est gelé, et donc on décide collégialement de le mettre sur le toit de l'école. Et au lieu de le mettre sur son toit, à lui, comme ça se faisait dans son grenier. Et en fait, j'aimais cette histoire parce que l'institutrice était absolument terrorisée. Et moi, ça me terrorisait aussi. Et l'imaginer seule dans la nuit avec ce macabé au-dessus de la tête. Et l'idée de filmer un cercueil sur un toit enneigé, une petite maison perdue dans les montagnes immenses qui ressemblent à des dinosaures de pierre. Voilà, ça faisait aussi partie des premières envies dont j'ai parlé à Anaïs. Ces images-là qui sont à la fois de l'ordre de la légende, du conte, du mythe, qui sont à la fois effrayantes et cocasses. Voilà, c'est sur ces deux tonalités-là. Puis après, il faut inventer toute l'histoire entre ces deux envies d'images, de scènes. Ce qui est beau dans cette nouvelle, c'est que plus il neige, plus le cercueil ne forme plus qu'une bosse blanche sur le toit, et que paradoxalement, l'institutrice, moins elle voit, plus elle a peur. C'est-à-dire que le fait que ce cercueil ne soit plus à vue, qu'il soit recouvert par la neige, est encore plus effrayant. Donc ça, c'était aussi une des choses qu'on avait partagées, et dire que l'invisible est plus effrayant que tout ce qu'on pouvait voir apparaître. Oui, et puis en tout cas dans la construction du personnage d'Aimée, ce qui était intéressant aussi, c'est comme la réplique quand elle dit « mais pourquoi sur mon toit ?» Et c'était que tout était polysémique, il y avait forcément peut-être une interprétation et que ça puisse donner à mouliner et au personnage principal et forcément au spectateur, que voilà, on puisse projeter par rapport à ce lieu. Aussi, nous, ce qu'on projette, ce qu'il peut y avoir d'inquiétant, de mystérieux ou d'amusant aussi, enfin voilà. Alors, vous connaissiez, Louise, le travail d'Anaïs. Comment vous vient l'idée de proposer à Anaïs de vous accompagner sur ce matériau familial incroyable? Alors Louise et moi, on s'est rencontrés dans une résidence qui s'appelle la Sélection Annuelle au Groupe Ouest, qui est une résidence dans le Finistère, vraiment tout au bout du bout du Finistère, à Brignogan. Et avant de se rencontrer, on doit lire des petits synopsis de nos films. Parce qu'on est 8
sélectionnés. Voilà. Et on reçoit les 8 projets, et c'était à l'état de 5 pages, quelque chose comme ça. C'est ça. Et moi, j'ai adoré le projet d'Anaïs, qui était L'Homme d'Argile, qu'elle a tourné depuis, qui est sorti l'année dernière. Magnifique film. Très très beau film. Mais on va t'envoyer un. Tu vas avoir un lien, Oscar, promis. Et moi, j'avais donc écrit aussi 5 pages sur l'englouti, et on s'est toutes les deux au même moment écrit un message en disant j'adore ton projet, j'ai hâte de te rencontrer. Et en fait, on est devenus amis, et puis elle, en réalité, son projet était beaucoup plus avancé. Elle a fini d'écrire 1 an, 2 ans avant moi. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir un traitement, c'est-à-dire toute l'histoire écrite comme une nouvelle, et après j'ai appelé Anaïs pour coécrire ensemble ce film, parce que je sentais qu'on avait Une sensibilité commune. sensibilité commune, à la fois sur ce dont je parlais avant, le goût entre le cocasse, ce qui peut faire peur, faire rire en même temps, le lyrisme et le grotesque, et le goût aussi par exemple, de faire interpréter les rôles par des comédiens non professionnels, voilà, et mélanger à des comédiens professionnels, enfin, plein de choses qui nous réunissaient, qui ont fait que je suis tout de suite allée vers elle, et aussi parce que j'aime écrire avec des amis, c'est beaucoup moins inhibant, et du coup, comme on était devenus très proches et qu'on riait beaucoup, j'avais aucune gêne ni aucune honte de lui dire toutes mes idées, même les plus mauvaises. Et ça, c'est très important. Après, Anaïs est partie en tournage. Et donc, la dernière version du tournage, je l'ai écrit avec un autre ami, scénariste-réalisateur, Maxence Stamatiadis, qui est très doué. C'est bien sûr pour ça que j'ai choisi, mais aussi parce que c'est mon ami et que du coup, il y a une grande liberté. Alors, vous avez évoqué le travail d'acteur professionnel et non professionnel. Alors, j'aimerais vous donner la parole à tous les trois, dans l'ordre que vous choisissez, et sur votre collaboration, et puis votre collaboration dans ce milieu hostile. Vous l'avez rappelé, Louise, en présentation, il faisait très très froid. Je sais qu'avec le réchauffement climatique, vous avez dû monter plus haut que vous n'aviez prévu. Donc vous aussi, vous étiez une communauté isolée en haute montagne, telle au siècle dernier, et il y a quelque chose de très engageant pour le corps, il fait froid, vous de la terre, vous avez des robes, des corsets, tout ça, donc le corps entier est mobilisé. Alors comment ça se passe tout ça? Oui, c'est vrai que les costumes, ça a beaucoup aidé parce qu'il y avait un corset et aussi des vêtements qui étaient très lourds. Du coup, ça aide et ça rend la chose plus difficile. Mais comme c'est un personnage qui n'est pas non plus habitué à être dans la neige, ça facilitait le jeu. Et aussi, nous qui avions déjà travaillé avant dans le cinéma, et vous qui connaissez mieux la montagne, et ça a créé une rencontre et un vrai échange entre nous. Et nous, on nous faisait part de notre expérience sur le cinéma, combien c'est parfois long d'attendre et de répéter les scènes. Et en même temps, vous nous racontiez des histoires aussi sur le patois, parce que plusieurs acteurs du film parlent patois, que ce soit, j'allais dire, le personnage de Nance qui est Solal, parce que son grand-père lui avait appris des mots de patois, et les anciens, on y va mieux, bien sûr. Oui, mais c'est toujours en fait intimidant de travailler avec des acteurs qui n'ont pas joué avant, parce que souvent ils sont aussi parfaits pour le rôle, dans le sens et se posent moins de questions d'acteurs. Et donc nous, quand on vient, on a peur de un peu dégoûter, je sais pas comment dire, et se poser trop de questions. Donc c'est vraiment la rencontre qui facilite le jeu et qui rend ça super amusant. Voilà. Non, mais oui, peut-être juste rebondir sur le fait qu'on avait des costumes très lourds et que les conditions étaient difficiles, et que ça, en fait, nous, du coup, en tant qu'acteurs professionnels, c'est comme tu veux, Oscar. Et non, en tout cas, ces conditions, elles simplifient en soi un peu le travail d'acteur dans ces conditions-là, parce qu'elles
ça prend tellement de place de marcher dans 1 mètre de neige, d'avoir le visage gelé, les membres gelés, que déjà lutter contre ça pour pouvoir jouer, ça amène déjà une crédibilité au personnage, à l'histoire, au décor, enfin ça participe à rendre tout ça concret, sans même faire aucun effort d'acteur. Mais on a quand même travaillé un petit peu, mais il y avait déjà ça, quoi. Alors, Oscar, donc c'est votre première expérience? Oui. Hein? Oui. Oui. Alors, racontez-nous, j'ai plein d'émotions, j'imagine, plein de découvertes. Oui. Oui. Puis mon père, en fait, il est régisseur son et lumière, du coup il m'a toujours transmis l'art du spectacle et du son. Et c'est vrai que, en tant que première expérience, c'est fou de découvrir vraiment plein de trucs dans le cinéma et de voir des Parisiens pour la première fois dans les montagnes, c'est quelque chose exceptionnel en vrai. Et de voir une équipe aussi qui ont toujours dit mais c'est beau chez toi, etc. Et voilà, et puis c'est vrai que même moi avec mon costume aussi, c'était vraiment très lourd aussi. Vraiment même très lourd et quelquefois même pas très reposant aussi. Et voilà quoi. Et même en tant qu'handicapé, ça a été vraiment très dur aussi. Pourquoi? Oui, pourquoi? En termes de tempo. Je trouve en termes de jour, etc. C'est à 5 h du matin. Aller faire ci, aller faire ça. C'était vraiment compliqué et vraiment, voilà. En tout cas, bravissimo, la scène. Grazie mille. Bravissimo. Grazie mille. Tu es bouleversant tout le temps. Et la scène de la lettre m'a fait, évidemment j'avais donc déjà vu à Cannes, que je connaissais, mais elle m'a cueilli, mais de la même façon, vraiment. Est-ce que Oscar, c'est pour ça que je voulais prendre le micro pour te poser une question, est-ce que tu peux raconter comment on s'est rencontrés? Comment ça s'est passé le premier casting? Moi par exemple, c'est un ami de mon père qui est ce qu'on appelle qui est reaper dans la déco des films. Et on était sur un festival, bref, il m'a juste demandé si je parlais patois et j'ai dit non. Et j'ai appris le patois sur le tournage et j'ai découvert une nouvelle langue et c'est incroyable quoi. Et comment ça s'est passé le premier casting? Bon. Tu te rappelles, on était à la MJC de Briançon. Oui. T'es venu. Je suis venu pour te rencontrer. Pour rencontrer aussi Marie Canté aussi. Qui est là, Marie? Elle est repartie. La directrice des castings. Et puis après on a fait la scène de la lettre pour la première fois. Et voilà, et après de voir la scène de la lettre après 2 ans plus tard, c'est quand même incroyable, j'ai envie de dire. Et puis merci ma mère de m'avoir appelé le jour avant où j'ai tourné la lettre. C'est vrai, ta mère, elle t'a appelé, elle t'a dit pense à moi demain. Pense à moi demain. Et du coup, ça l'a beaucoup aidé, c'est vrai, sur le tournage pour trouver l'émotion, à dire je pense à ma mère, parce que ta mère, elle vit plus dans les Hautes-Alpes, elle est partie vivre à Strasbourg, et donc il pensait à sa mère qui était loin. Et ça t'a beaucoup aidé comme un Puis tu m'as demandé de pleurer. comédien. Ouais. Tu m'as demandé de pleurer, du coup, chose faite. Quand tu étais en train de t'occuper des vaches et que les enfants disaient le secret, Oui. que tes parents étaient partis en Algérie quand tu étais petit. Même ça dans le film, presque en tant que comédien, c'est de voir un rôle qui a été abandonné par ses parents. Moi, en tant qu'enfant séparé de mes parents, ça a été assez dur. Mais t'es pas séparé de tes parents, Oscar. Tu vis avec ton papa et ta maman. Oui. C'est tes parents qui sont séparés. Oui. Pas séparés de tes parents. Mais par contre, ce que tu m'as dit le matin, j'ai dit, tu sais, il faudrait que tu aies une émotion. Et quand tu regardes depuis l'étable vers eux, quand ils parlent de ça,
Et je t'ai dit, tu sais, tu peux aussi garder les yeux grands ouverts et ils vont s'embuer d'eux-mêmes. Mais en fait, tu as eu une véritable émotion en entendant Galatea et les enfants jouer. C'était un moment assez magique. Et Parce qu'en effet, tu pensais magique à la séparation. et c'est bizarre en vrai aussi. Mais voilà, et puis cette histoire de lettres, même de temps en temps, quand je la lis, je repense toujours un peu à ça. Et puis même au film aussi, du coup, ça appelle des souvenirs aussi. Puis voilà. On est allés en fait ensemble, tous ensemble au Festival de Cannes avec tous les acteurs que vous avez vus dans le film. Parce qu'en fait, il y a Mathieu Galatea, Samuel Kircher et Sharif Andoura qui est le père roux à bouquet. Là, ce sont des acteurs professionnels, cinéma et théâtre. Et tout le reste des acteurs sont des hauts alpins, donc des montagnards, qui ont tous des métiers liés à la montagne. Moniteurs de ski, éleveurs de brebis, et même les enfants aussi sont de là-bas. Au départ, c'était parce qu'il fallait que je trouve des locuteurs de l'occitan alpin, donc c'est la langue qu'ils parlent. Et puis, ça s'est élargi jusqu'aux enfants. En fait, les enfants, je ne pensais pas trouver des enfants qui parlent occitan, c'est vraiment les personnes âgées. Mais en fait, en effet, comme tu disais, non, c'est toi qui disais, le petit Solal, donc celui qui joue Nance, en fait, son père et son grand-père parlaient, donc il l'avait toujours eu dans l'oreille. Et du coup, il a appris pour le tournage. Et en fait, il avait un accent fabuleux. Enfin, c'était vraiment. Il avait même appris des dictons qui n'étaient pas dans le scénario, et donc je les ai intégrés dans la scène où il dit. Non, tu sais, il dit Boudjou-Boulan. Ah oui, Boudjou-Boulan, oui. Il garde la foule au partoulant. Donc bonne année, bonne santé, il gardera des règles toute l'année. Ça, c'était un dicton de son grand-père. Et donc je me suis dit, ah, mais c'est super, il va essayer d'apprendre l'occitan à son institutrice pour qu'il y ait un espèce d'échange, vu qu'elle veut leur dire de tout le temps parler français. Donc voilà, les acteurs non professionnels sont venus aussi avec des histoires, des idées, des façons de faire que j'ai intégrées dans le film. Ça, probablement que ça vient de la pratique du documentaire, du goût de la rencontre et du réel. Et les autres enfants, en fait, dans le casting, comme je pensais ne jamais trouver des enfants qui parlent occitan, en tout cas qui parlent de manière crédible, parce qu'il y a une école à Gap, mais en fait, ils apprennent, mais ils ont un accent français, c'est pas crédible. Du coup, j'avais demandé qu'on voit des enfants en casting comme on est à la frontière italienne, à Briançon, des enfants issus de familles binationales, il y en a beaucoup, donc qui parlent français et italien. En me disant, des enfants qui ont déjà l'habitude de passer d'une langue à l'autre, ça sera assez similaire. Et après, comme je parle italien, avec les enfants, on a inventé un drôle de patois. Un drôle de patois, ouais, exactement. Tiré de l'italien, on a inventé, on changeait un peu des mots et on insérait quelques mots de patois. Et ce qui était le plus important pour moi, c'est que ça soit crédible plutôt que vrai, et ce qui leur permettait aussi d'improviser, de ne pas être sur un texte figé, parce que les enfants, je ne leur prenais pas le texte à l'avance, je leur disais au début de la scène ce qu'ils devaient dire ou le sens de ce qu'ils devaient dire. Donc voilà comment ça s'est un peu passé. Et puis Oscar qui a fait un peu d'italien à l'école, Mathieu qui parle italien aussi un petit peu, Charles qui parle un peu italien. Oui, c'est vrai que maintenant c'est bilingue. Hamid il parlait espagnol, donc tous ceux qui connaissaient ces langues latines, ils pouvaient placer des mots. Voilà. Mais en fait, le plus important du patois dans le film, c'est les anciens qui le parlent beaucoup, et après ça fait comme un halo dans le film, on a la sensation que tout le monde parle. Puis moi, je vous remercie du coup tous les anciens du film et Nance de m'avoir appris le patois, parce que j'ai jamais connu le patois ni rien, et c'est sûr que d'entendre des mots patois pour la première fois, je demandais toujours pour la traduction en français. Oui, mais on comprenait un petit peu, parce qu'il y a des mots qui ressemblent. Et dans ton village, j'avais amené aussi quelques anciens qui le parlent. C'est juste que moi-même, mes parents sont dans le village au-dessus du sien. Je n'avais jamais prêté à... C'est des voisins et voisines. Ouais. Et en fait, j'avais jamais prêté attention. Et donc, c'est vraiment intéressant pour faire le film
que là, du coup, en faisant ce long casting sauvage de 6 mois avec Marie Canté, j'ai pu rencontrer un nombre énorme de gens dans la vallée et les vallées à côté qui en fait parlaient encore, qui avaient créé des clubs, et donc c'est comme ça qu'on a eu accès à ce dialecte qui en fait change même de village à village. Ils n'ont pas exactement les mêmes mots. Voilà, c'est pas une langue unifiée. L'occitan change selon là où on est. Et ça, c'était intéressant dans le film, même de l'autre côté de la frontière, en Italie. Donc on est dans le Piémont. Et en fait, les gens parlent italien, français, piémontais et ce qu'ils appellent il patois, qui est en fait l'occitan alpin qui est parlé de part et d'autre de la frontière. Donc même la femme qui est la conteuse dans le film, en fait, elle habite en Italie, c'est une italienne, mais elle parlait le même dialecte que les autres. Donc on a poussé le casting jusque de l'autre côté. Alors, Oui. Moi, j'aurais mille et une questions à poser. Je vais vous donner la parole. Alors, des questions, des réactions. Alors, je prends monsieur et après Célia au fond de la salle. Ce que tu as gardé de très réel aussi, c'est toutes les cascades de Mathieu. Oui, oui. C'est vrai, tu balances. En fait, dans le film, dans le scénario en tout cas qu'on avait écrit avec Anaïs, il y avait bien sûr, c'était impossible d'y résister, des chutes où le personnage d'Aimé tombait le long d'une colline en arrière et c'est Daniel, donc c'est Oscar qui la rattrapait. La Donc ça, journée d'enfer qu'on a passée. ouais, on l'a fait avec un régleur de cascade qui est venu pour faire cette scène pour que la chute se passe bien et qu'elle puisse glisser. Il y avait marqué dans le texte comme une chauve-souris en perdition parce qu'il y avait la grande robe étalée comme ça. Puis entre le costume et oui, imaginez même pas comme c'était lourd aussi. Un mur de pierre dans moi et puis... Toi, tu devais la rattraper. Et ensuite, il y a eu plusieurs chutes comme ça qui étaient écrites, mais finalement, au montage, cette scène n'a pas pu trouver sa place. En revanche, il y avait des scènes où des chutes n'étaient pas prévues, et notamment, déjà, il y a la Théa. Dans la scène où tu amènes ton pot pour le mettre sur le tas de fumier et que Enoch la regarde de loin, en fait, ça, c'est... C'est moi qui... Non, t'étais pas là sur cette scène. Ah non. À la base, ça a dû être moi qui... Non, je sais de quoi tu parles. Il a raison. En fait, dans une ancienne version de scénario, c'est une scène qu'on a coupée. Oui. En fait, tu étais là dans cette scène. J'étais là dans et cette scène. Galatea devait chuter. Voilà. Sauf que cette scène, elle a été coupée parce qu'on n'avait pas assez de temps pour tourner toutes les séquences. Et donc, dans cette scène, Galatea devait juste arriver devant le tas de fumier, voir qu'il la regardait, être gênée avec son pot et repartir. Et là, à la troisième prise, Galatea glisse sur le verbe glas et s'éclate par terre. Et en fait, tous les gens sur le tournage étaient là « Oh non, mince, Galatea !» Et moi, c'est vrai que j'étais horrible parce que j'étais là, et heureusement, elle s'est pas du tout fait mal, n'est-ce pas? Donc, et c'est vrai que je l'ai gardé au montage. Et l'autre, c'est le premier jour de tournage de Mathieu. C'est là justement où je viens, le Parisien qui vient la première fois dans la salle. C'est ça. Tous les acteurs haut-alpins, les acteurs non professionnels, il n'a rien à voir. Et en fait, donc Mathieu et Samuel sortaient de la forêt, mais c'est après la scène de la grotte où on les voit descendre, et il y a justement le petit Solal qui est en train d'apprendre le patois, le petit Nance dans le film qui est en train d'apprendre le patois à Galatea. Et Mathieu et Samuel descendaient de la forêt, mais en marchant un peu comme ça, parce qu'il y avait avec des fusils. Avec des fusils, il y avait beaucoup de neige. Et je leur dis, mais les gars, il faut gainer, parce qu'il faut qu'on y croit vraiment. Et donc ils refont la scène, et là je vois Mathieu qui tombe en avant, et qui fait une espèce de galipette, et je me dis, mince, on va pas pouvoir la refaire, parce qu'en plus le soleil est en train de passer derrière la montagne, ça n'aurait été raccord au niveau des lumières. Et Mathieu, magnifique, se relève de sa galipette avec son fusil, fait quand même ce sourire qu'on avait écrit, un sourire Colgate dans le scénario, et part comme ça avec Samuel qui le suit. Et en fait, c'était la bonne, quoi. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de tous ces accidents de tournage où c'est mieux que ce qu'on avait écrit, parce que c'est plus inattendu, plus cocasse. Ce n'est que notre travail. Après, c'est pas du tout le mien à la base. C'est pas du tout le mien à la base. Mais toi, tu tombais pas.
Parce que, en fait, les autres hauts alpins, ils avaient ce savoir de la montagne, eux avaient le savoir du plateau, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça crée une forme d'équité où chacun apprenait à l'autre ses codes, ses connaissances, et voilà. Alors, monsieur avait une question. Oui, bonjour. Merci déjà pour ce film que je trouve visuellement très réussi, parce qu'on a vraiment cette lumière naturelle et on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a d'artifice, donc là-dessus c'est très réussi je trouve. Et oui, j'avais une question sur le ratio de l'image. Pourquoi ce format, je n'ai pas en tête le ratio, mais pourquoi ce format quasiment carré? Alors déjà sur les lumières, alors en effet on a voulu travailler avec Marie Naclan, la chef opératrice, qui a dû repartir aussi, mais... Non. Si, elle est repartie. Ouais. Parce que on veut qu'il y ait une sensation de lumière naturelle dans le film, mais par exemple quand on tourne les veillées, en fait il est 9h du matin et il fait plein jour, et donc il y a des sas qui bouchent les fenêtres et des projecteurs qui créent une lumière de la lune. Voilà. Les bougies par exemple ont 3 mèches pour brûler plus qu'une bougie. Il y a plein de petits projecteurs planqués partout, des réflecteurs. Mais donc tout est travaillé, c'est un travail d'orfèvre qu'elle a fait. Mais c'est vrai que l'envie est qu'il y ait une sensation de lumière naturelle, qu'on ait l'impression de voir des sources de lumière à l'image, en tout cas qu'on ne sente pas un gros projecteur rajouté. Et en effet aussi toute l'étrangeté du film qui flirte avec le fantastique ou avec le conte. Je voulais que cette étrangeté de la lumière, on aille la chercher dans le réel. Ne pas rajouter une lumière orange et une lumière violette pour créer un cinéma, faire penser au cinéma de genre, mais d'aller chercher dans l'étrangeté de la luminosité de la montagne, par exemple la nuit, quand la lune est pleine, le manteau neigeux est un réflecteur géant, et donc tout d'un coup on voit très loin et c'est très bleu, et on voit vraiment au loin dans la nuit. Et ça, c'était un phénomène assez magique quand on le vit, que j'avais vraiment envie de filmer, de capter. On appelait ça des nuits américaines naturelles. C'est-à-dire, les nuits américaines, c'est quand on ne peut pas tourner de nuit, parce qu'on n'a pas les moyens, on va tourner de jour ou une scène de nuit, on met un filtre bleu, et on fait croire aux spectateurs qu'on est la nuit. Souvent, ça se remarque parce qu'il y a des ombres, ou parce que, justement, on voit assez loin derrière les personnages. Donc, l'envie d'aller chercher toute cette étrangeté quand il neige et qu'on ne voit pas à 1 mètre, par exemple, de filmer aussi dans les intérieurs. On est parti de cette idée qui est factuelle, qui est les bougies ça coûte cher, on ne va pas pouvoir en mettre beaucoup de chandelles, l'huile des lampes à huile ça coûte cher aussi. Donc d'essayer d'être dans ce peu de lumière et essayer de voir ce que ça crée à l'image. Et en effet, ça crée du clair-obscur, ça crée des zones d'ombre, des zones qu'on a du mal à imaginer, et l'œil va fouiller. Et donc on passe aussi beaucoup par le hors-champ, par le son, pour essayer que le spectateur soit comprenne, soit pris dans le mystère de ces images. Et ça, on peut le faire parce qu'aujourd'hui, on a des caméras numériques qui ont des capteurs hyper sensibles qui permettent de filmer l'obscurité et ses détails. Alors qu'il y a 10 ans, avec les caméras numériques d'il y a 10 ans ou avec les caméras pellicule, on n'aurait absolument rien vu. Il aurait fallu rajouter beaucoup de projecteurs. Or, nous, on était à près de 2000 mètres d'altitude. On a dû monter plus haut, comme le disait Isabelle, parce qu'à 1500 mètres, il y avait quasiment de la neige qui venait. C'était pas raccord pour vivre tout le film avec de la pleine neige. Donc, on est monté assez haut. Et de fait, dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité. Donc, il y a un groupe électrogène. On est sur batterie. On a ce qu'il faut. Mais c'est quand même limité aussi parce que la route n'est pas déneigée. On ne peut pas amener des camions avec énormément de matériel, des ventilateurs. En fait, il y a plein de petites choses qu'on ne peut pas acheminer tout simplement. Mais ça donne aussi le sel de ces journées, de cette enseigne, le fait d'être dans ce décor assez extraordinaire. Et pour le format, c'est en effet, quand on regarde la montagne, c'est majestueux, c'est large, c'est splendide et ça donne envie d'un 4e, d'un 16e ou d'un scope très large, très beau. Mais pour moi, c'était trop romantique et justement trop majestueux. Et j'avais cette envie du 4/3 parce que, au départ, parce que c'est un format que j'aime, qui est très harmonieux pour filmer les visages. Et j'avais l'impression que ça donnerait un rapport entre le paysage et les visages.
aussi parce que c'est le format des débuts du cinéma muet, et qu'on est en 1900. Mais tout ça, c'est pas une bonne raison, parce que c'est juste, on va dire, une coquetterie ou une nostalgie. Mais j'avais une intuition que ce format irait au film, et donc 1 an avant, Marine Atlan, la chef opératrice, voulait faire des essais, filmer la neige, parce que la neige, c'est l'élément qui existe, qui est le plus réfléchissant, donc le plus difficile à filmer. On est parti faire ces essais, et donc on a fait ces essais de format. Et en effet, quand on filmait en 4/3, tout de suite, ça faisait remonter la verticalité des montagnes, plutôt que la majesté, le romantisme. C'était étouffant, ça faisait remonter la verticalité, le vertige, et aussi ça enserrait les plans, et donc le côté huis clos en plein air, huis clos à ciel ouvert, le côté étouffant du film fonctionnait alors qu'on était dans les grands espaces, et du coup on a opté pour ce format parce que c'est surtout ça qui fonctionnait, et ça c'était une bonne raison. Voilà. Merci du coup d'avoir répondu, parce que moi de temps en temps, si on me posait cette question. Une question de Célia. Rebonjour. Eh bien, bravo pour ce travail collectif, parce que le résultat, on donne un résultat absolument sublime. Le film est magnifique. J'ai 2 petits retours. Il y en a un sur toutes les séquences sur les sexualités. Je trouve qu'elles sont merveilleusement mises en scène, parce qu'il y a tout un travail sur la création sonore, le son hors champ. Donc c'est très évocateur pour le public, ou ce petit stalactite de glace dans le bain, c'est très haptique. Le public peut imaginer quelle sensation ça peut procurer. Ça veut dire quoi, haptique? C'est la sensation tactile qu'on puisse avoir par l'image, notamment, et c'est ce que peut justement le cinéma nous transmettre, ce genre de sensation par l'image. Donc bravo, parce que je trouve que c'est très intelligent d'amener ça comme ça. Et ma deuxième remarque, qui va être une question, c'est que Aimé et gauchère ont été longtemps stigmatisés de gaucher, et notamment le lieu de l'école était un lieu de violence, où on n'acceptait pas que les gens soient gauchers. Alors, j'ai connu une maîtresse qui n'aimait pas trop les gauchers. En fait, c'est un arbitrage, parce que en fait, Galatea est la première actrice que j'ai rencontrée lors du casting, et ça a tout de suite été elle, quoi. C'était une évidence. Mais j'ai oublié de lui demander si elle était gauchère ou droitière, parce qu'en effet, c'est impossible qu'il y ait une institutrice gauchère. Jusqu'à très tard, les gauchers étaient tous contrariés, donc c'était totalement impossible. Donc c'est en préparation, quand on devait lui acheter une plume pour qu'elle s'entraîne, où là elle lui dit qu'elle est gauchère, et on se dit tous, mais personne n'a pensé. Donc il y avait un arbitrage, c'était soit, parce que bien sûr le plan de coupe sur sa main, c'est pas elle qui écrit, c'est une calligraphe. Donc soit on prenait une calligraphe droitière, et elle, dans les plans larges, elle faisait semblant d'écrire de la main droite. Mais en fait, il faut des mois et des mois pour faire semblant d'écrire. En fait, les enfants autour d'elle, eux, ils ne peuvent pas faire semblant. Ils ont besoin de réalité, donc si elle fait n'importe quoi avec sa main... Donc en fait, moi, très très vite, je lui ai dit, laisse tomber, on va trouver la seule... l'équipe d'éco a trouvé la seule calligraphe gauchère de France. Et en fait, à part les gauchers dans la salle, personne ne s'en rendra compte. De toute façon, sinon je t'aurais menti si tu m'avais demandé des mots. En casting, je t'aurais menti. J'aurais dit non, droitier. C'était justement ma question, c'était de savoir si Galatea était gauchère de fait, et ça a renforcé l'écriture du personnage avec Anaïs, ou au contraire vous l'avez créé toute pièce en constatant que Galatea était gauchère, et en faire une maîtresse gauchère. Non, c'est vraiment impossible historiquement. Donc c'est une erreur dans le film qu'on a un peu planqué en se disant qui va... Voilà. Mais en effet, il y a toujours une personne dans la salle qui remarque. Mais peut-être que ça peut faire partie des 1000 mystères de ce film. On se dit, mais est-elle vraiment institutrice? Ouais, non, mais justement, je trouve que c'est ça qui rajoute du trou.
ça reste convaincant, puisque je me suis demandé si c'était une doublure main. Tout à fait, oui, c'est une doublure. Et du coup, le résultat est assez bluffant et j'ai aimé cette petite singularité qui, je trouve, qui renforce en fait la caractérisation du personnage, qui je trouve qu'elle est encore plus incroyable et mystérieuse. Donc, encore bravo pour ce merveilleux film. Et pour ce que vous avez dit au début, là, les scènes charnelles, en fait, ce qui était un défi dès l'écriture, en tout cas une envie, c'est de se dire comment on fait des scènes d'amour dans le froid et dans l'obscurité, et de garder cette contrainte ou ce fait pour les tourner. C'est la situation dans un film, alors qu'on ne voit pas grand-chose, alors qu'on n'a pas accès à la peau. Parce que, par exemple, si on filme des comédiens, je sais pas, au bord d'un lac, au bord d'une jolie rivière à l'été, un peu dénudés, avec une jolie lumière qui va... En fait, la caméra adore la peau, et tout de suite, c'est sensuel, et c'est plus facile de faire circuler une idée de séduction ou de sensualité. Là, il n'y a que les mains, les joues, et donc c'est vrai que l'idée était de passer par absolument tous les éléments de mise en scène, notamment le son, le feu qui crépite, le vent qui se mêle au souffle, les différents états de la neige, tous les niveaux de lumière, et que l'imaginaire soit au travail. Après, il y avait aussi l'envie d'inverser un peu les rôles, c'est-à-dire qu'on voit plus les garçons nus dans les deux scènes d'amour que aimés, puisque pour moi, on était aussi de son point de vue, et donc il y avait aussi un aspect d'être dans sa tête et de ce qu'elle découvre. Et puis là où on a poussé le plus le bouchon était dans cette scène de la grotte, où je me disais, mais si on voit rien, et le spectateur est aussi mis dans son point de vue. Le cinéma, c'est vraiment l'art assez sublime du voyeurisme, et en fait d'être avec elle en train de fouiller le plan et essayer de voir, et on ne voit rien, et voilà ça, et tout passe par le son, et je trouvais ça peut-être plus sensuel de passer par un son étrange qui tape qui rebondit sur les parois. Il y a toujours ce jeu avec le regard. La première nuit, avec le cahier de Descartes, il y a une vache qui la regarde. Il y a quelqu'un qui les regarde par la fenêtre la nuit avec Pépin. Dans la grotte, c'est elle qui épie. Et j'appelais cette scène la scène de voyeurisme par les oreilles. Voilà, j'avais envie qu'on sente à la fois la gêne et la curiosité, et que cette scène elle soit focalisée sur son émotion à elle, et qui donne un nouvel aspect, une nouvelle couleur au personnage. Alors, un immense bravo à Louise, à Oscar, Gabriela, Mathieu, Anaïs. Vraiment bravo pour ce grand film. Tu voulais faire un remerciement, Oscar? Je voulais tout simplement vous remercier tous et toutes pour toutes les avant-premières. Et merci de l'accueil que vous m'avez fait à Paris. Et merci, je donnerai un bon petit pâté de montagne à Louise pour... Merci.